Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. J'ai toujours eu une vision très holistique de mon corps et de ma santé, et ce également dans le sport. Mon objectif est d'être le plus fonctionnel, adaptable et polyvalent possible, et je souhaite travailler toutes mes qualités physiques sans exception. J'ai déjà eu l'occasion de parler de musculation avec Rudy Koya ou Nevin Barnett. Mais qu'en est-il du gainage fonctionnel, de la proprioception, de la mobilité et de la coordination ? Comment entraîner ses facultés physiques et utiliser intelligemment les outils à ma disposition, tels que les sangles de suspension, les élastiques, les kettlebells ou les haltères. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui avec le préparateur physique Ken Chanteux. Un épisode riche en enseignements qui servira à tous les corps humains, de 4 ans à 94 ans. Bonne écoute. Salut Ken. Salut David. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter ce que tu fais dans la vie ? D'accord, donc bon, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et préparateur physique, donc je m'occupe d'une équipe de basket pro à Lorient et je fais beaucoup de coaching en association. Je travaille principalement en association et je propose des programmes en ligne à faire en ligne, préparation physique ou de musculation athlétique, musculation fonctionnelle. Ouais, et l'Orient, c'est en Bretagne, c'est pas au bord de la mer, ça ? Si, c'est ça, ouais. Du coup, tu fais un peu de préparation physique générale pour le kitesurf, la planche à voile, le paddle, etc. Non, parce que déjà, je suis pas diplômé. Il faut un diplôme d'État pour avoir le droit de travailler dans l'eau. J'ai pas le diplôme d'État pour l'eau. Et puis non, je fais que le basket. En préparation physique, je fais que le basket. Et sinon, c'est que dans les associations. Donc j'ai des petites salles. Donc je suis en salle. Après, ça peut arriver de faire en extérieur, tout ça, mais pas dans l'eau, non. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer un petit peu ce que c'est la préparation physique ? Alors, la préparation physique, l'objectif de la préparation physique, c'est rendre un athlète ultra performant dans son domaine sportif, limiter les blessures, favoriser ses transferts de force, favoriser tout ce qui est partie musculaire dans son sport et limiter les courbatures. Parce qu'en préparation physique, ce qui est compliqué, là en l'occurrence dans le basket, ils ont beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, et donc moi je dois faire attention, contrairement à la muscu traditionnelle, de pas les blesser, pas leur donner de courbature. Donc je dois améliorer leur performance, leur explosivité, la puissance, le gainage fonctionnel, la stabilité, la proprioception, pour qu'ils soient performants dans les sports, que ce soit une aide à leur sport. Et ça prend pas le dessus sur leur sport en fait. Et du coup, ça va être une préparation physique qui sera forcément spécifique à leur sport ou qui est relativement générale, où tu essaies d'avoir une progression un petit peu harmonieuse de tous les muscles du corps pour faire un ensemble cohérent. Alors, je suis plutôt préparation physique générale et je vais appuyer des fois sur des qualités qu'ils peuvent avoir dans leur sport en basket. Par exemple, je vais mettre l'accent beaucoup sur des méthodes comme la méthode bulgare. C'est une méthode bulgare qui est connue en muscu. En préparation physique, ça va être un peu différent, où je vais chercher à travailler sur l'explosivité. Donc la méthode bulgare, c'est le contraste de charge. Je sais pas si tu connais, lourd-léger. On va travailler Explique-nous. Ouais, alors méthode bulgare, c'est le contraste de charge. On va travailler sur du lourd et du léger. En muscu traditionnel, on va faire par exemple 6 répétitions à une charge assez lourde, 80%. Et après, on va enchaîner par exemple 12 répétitions à une charge 40-50%. Donc on va chercher à hypertrophier le muscle. En préparation physique, on va travailler une charge lourde, 80, 85, 90%. On va faire 2, 3, 4 répétitions avant la fatigue. Et après, je vais lui demander de l'explosivité sur 3, 4, 5 répétitions. Ça peut être par exemple des squats. Le plus connu, c'est les squats. Je vais lui demander une charge assez lourde, par exemple 85%, donc je vais lui demander 2 reps. Normalement, il est capable d'en faire 4. Et je vais lui demander de faire 4 sauts. Je cherche que l'explosivité et je mets beaucoup de pauses pour qu'il soit à 100% opérationnel, qu'il n'y a pas de fatigue du tout. Et l'objectif de cette méthode-là, c'est qu'il soit plus en plus puissant, plus en plus explosif. Donc ça se fait sur les sprints aussi. Ça se fait beaucoup sur les sprints. Par exemple, on fait des squats lourds, on pose la barre et on va sprinter. Et contrairement Ouais, non, vas-y. Mais je veux dire, contrairement à la muscu, vraiment le truc important, contrairement à la muscu traditionnelle, c'est qu'on cherche pas du tout la fatigue. Et qu'est-ce qui différencie un petit peu ce travail de l'explosivité d'un travail de force athlétique, par exemple, qui ressemble un petit peu en termes de rep range, en tout cas ? La force athlétique, ça va être la force pure, on va lever lourd, ça va être ça. Là, c'est la puissance, c'est la vitesse. Ok. Toi, je vais pas vraiment travailler. Je vais travailler sur la force aussi. Avec le basket, ça m'arrive de travailler sur la force, c'est intéressant pour le recrutement nerveux,
pour les rendre plus forts mentalement, pour les rendre plus solides aussi au niveau des articulations. Mais ça, c'est un tout début de saison. Au cours de la saison, je fais plus ça. Je fais très attention à ça en fait, parce que j'évite vraiment la fatigue du système nerveux. Ouais. Tu peux nous expliquer, puisque là tu parles un petit peu de timing dans la préparation d'une équipe. Quel est le planning, quelles compétences est-ce que tu vas essayer de travailler à quel moment par rapport au calendrier de compétition? Alors, par exemple, tu vois, le basket, le championnat va commencer, c'est en début octobre, à peu près. Ouais, je crois que c'est ça de mémoire, c'est début octobre. Et nous, on va commencer dès début août. Et début août, en fait, j'ai carte blanche, c'est-à-dire je peux aller plus loin en muscu. Là, on va faire muscu basket, on va quasiment faire 50-50 pour que je les rends vraiment athlétiques. Donc là, je peux mettre du lourd, je peux les fatiguer musculairement, je peux me permettre parce qu'il n'y a pas de championnat, donc on va plus loin. Et donc on va travailler toute la condition physique générale, la muscu, vraiment, je vais chercher à monter progressivement en charge lourde pour les amener sur du lourd. J'aime bien les amener sur du lourd quand même. Et après, quand on arrive dans la saison, je m'adapte au match. Par exemple, là, ces temps-ci, on fait pas mal de fois, quand on peut, 2 matchs par semaine. Donc 2 matchs par semaine, je peux pas leur faire des entraînements comme je veux. Donc je vais faire, par exemple, le jeudi. Moi, souvent, c'est ça. Ils vont jouer le mardi et le samedi. Le jeudi, je leur fais une séance, mais c'est une séance fonctionnelle. C'est-à-dire, j'amène pas de fatigue du tout. C'est plutôt un circuit, sous forme de circuit. Donc vraiment, travail de gainage dynamique, proprioception, travail d'explosivité, comme par exemple des mouvements comme mouvements d'haltérophilie, épaules jetées, mais jamais lourd. Juste pour qu'ils gardent une espèce de dynamisme. Tu vois, par exemple le squat, si j'ai un basketteur qui va faire du squat à 100 kilos, par exemple à 6 reps à 100 kilos, je vais lui demander de faire 6 reps à 60 kilos juste pour qu'il conserve des acquis, qu'il soit bien, qu'il soit jamais fatigué parce qu'il y a le match le samedi. Donc, Ouais, ça évite aussi de trop charger les articulations, c'est de trop ça. fatiguer les muscles, etc. Parce que forcément il y a des interférences. Bah ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un plus pour les protéger. Voilà, la préparation physique, je vais les protéger moi je veux beaucoup jouer sur le gainage. Gainage et la Ouais. proprioception, c'est vraiment ça mon truc. Alors du coup justement, ouais, effectivement, je t'ai entendu pas mal parler de gainage, c'est intéressant. Donc déjà, pourquoi ce focus sur le gainage? Et ensuite, si tu peux nous expliquer un petit peu comment le travailler, à quelle fréquence Alors, le gainage, il y a le gainage traditionnel qu'on connaît tous. On se met sur les coudes, la planche, la fameuse planche. Ça, c'est le gainage de base. Gainage vraiment de base qu'il faut avoir. On va tenir 30 secondes. Et après, je parle beaucoup de gainage fonctionnel, c'est-à-dire le maintien du tronc pendant un mouvement. Au basket, en boxe, dans tous les sports, on a besoin, c'est-à-dire que quand tu vas faire un mouvement, tout ton corps va être solidifié pendant ton action. Ce qu'il faut savoir, le plus important, le gainage, c'est le transfert de force. Par exemple, au développé couché, une personne qui sait pas poser ses jambes, qui pense pas à son gainage, il va travailler simplement les pecs, les pectoraux, il va perdre énormément de force parce que son corps va bouger, les jambes vont être instables. Quand on va savoir poser ses jambes et savoir installer son gainage, il y a un vrai transfert de force entre les pieds et les pecs. Donc les jambes ont une action en fait au développé couché. Hmm. Et gainage fonctionnel, ça va être ça. C'est pendant l'action au basket, quand ils vont shooter, c'est pas que les bras. Il y a ça part des jambes, donc et ça continue au corps et tout ça. Et donc moi, je fais beaucoup de gainage fonctionnel, c'est-à-dire je les fais sauter, je vais faire différentes actions où le corps est toujours solide. Et pour travailler ce gainage, j'aime bien travailler avec les élastiques ou les sangles de suspension parce qu'on est toujours instable. Donc je travaille beaucoup sur l'instabilité. C'est ça moi que je vais utiliser en gainage fonctionnel. D'accord. Et est-ce qu'il y a un intérêt, là tu parlais tout à l'heure de faire la planche classique pendant 30 secondes, on voit parfois des gens du coup qui montent à 1 minute 30, 2 minutes, et puis après quand ils arrivent à faire 2 minutes, ils redescendent à 1 minute, et puis ils rajoutent 5 kilos sur le dos, puis 10 kilos sur le dos, et donc au final ils travaillent jamais en dynamique, toujours en statique, avec de plus en plus lourd sur eux. Est-ce que tu penses que ça renforce, qu'il y a un intérêt en termes de gainage, en termes de corps à faire ça? Non, pour moi, il n'y a aucun intérêt. En plus, ça va favoriser les blessures sur les articulations. Rester 5 minutes sur un gainage ou 3 minutes, enfin un terme assez long, c'est pas cohérent. Déjà dans la vie de tous les jours, c'est pas cohérent parce qu'on n'est jamais, on n'est jamais bloqué. On est toujours en mouvement. Peu importe ce qu'on fait, on est toujours en mouvement. Donc, se forcer à être très fort, comme la chaise, par exemple, la chaise, tu vois, la chaise où on est contre un mur, tu vois, là en équerre. Mmh. C'est pas très très intéressant de tenir 5 minutes, 10 minutes, ça n'a aucun intérêt dans la vie de tous les jours, dans aucun sport. Mis à part dans les sports comme le ski de fond où vous êtes en une position basse, voilà, ok, ça peut être sensé. Mais là, le gainage, je vois pas l'intérêt. En plus, c'est traumatisant sur les articulations de rester longtemps en tension sur les articulations de l'épaule. Donc moi, je préfère le rendre très vite en dynamique. C'est-à-dire, le minimum, c'est 30 secondes. Et après, je vais leur demander, par exemple, de bouger une jambe, de bouger un bras, de mettre les mains sur un ballon, de mettre les mains sur une planche. Voilà, des jeux comme ça, ou en gardant toujours leur gainage en statique, c'est solide.
D'accord, très intéressant. Et en plus, ça se transfère sur tous les sports potentiellement et la vie Ouais, de tous les jours également. c'est ça. Et tu parlais aussi donc de la proprioception, c'est ça qui Ouais. était importante pour toi. Pourquoi se focus sur la proprioception et pareil, comment est-ce que tu la travailles? Bah, la proprioception, en fait, donc la proprioception, c'est tous les muscles stabilisateurs des articulations qui vont travailler. Bon, c'est le schéma corporel, en fait, c'est son image de toi dans l'espace. Et la proprioception, ici, je vais travailler tous les muscles stabilisateurs. On voit beaucoup dans le foot. Par exemple, dans le foot, ils travaillent beaucoup ça. Dans tous les sports, on travaille ça. C'est pour que quand tu vas faire une action, par exemple, quand tu vas marcher dans la rue et ton pied il marche dans un trou, tu as ta cheville qui tourne et qui se remet en place. Ça, c'est le travail de proprioception, c'est-à-dire que tu l'as travaillé ou ta cheville est préparée à ça, à se replacer rapidement. Plus on vieillit, moins on est sujet à avoir une cheville qui se remet en place facilement. On va se fouler la cheville. Le travail de proprioception, c'est ça, c'est que les muscles stabilisateurs qui vont restabiliser ta cheville sont vite opérationnels. Mais c'est valable sur la cheville, c'est valable sur le genou aussi, c'est valable sur les épaules. Que tous les muscles qui vont stabiliser l'articulation travaillent vite pour consolider ton articulation en plein mouvement en fait. Donc la proprioception, c'est pas fatigant en plus, et c'est la base pour tous en fait. Pas que pour les sports. J'aime bien dire souvent que la préparation physique n'est pas valable que pour le sport. Monsieur et madame tout le monde a besoin de travailler un minimum la préparation physique pour être opérationnel dans sa vie de tous les jours en fait. Et la proprioception du coup, comment est-ce que tu la travailles? Bah, alors, t'as l'exercice tout bête comme tenir sur une jambe, tout simplement. Ok. C'est tout bête. Tu fais la Après, cigogne dans le ouais, flamant voilà. rose. Ouais, c'est ça. Après, tu vas chercher plus loin en fermant les yeux, prendre une bouteille d'eau par exemple et faire passer la bouteille d'eau à droite, à gauche, passer la bouteille d'eau sous ta jambe, derrière, enfin te rendre instable comme ça, chercher un peu plus d'instabilité comme ça. Avec les élastiques, j'aime beaucoup. Par exemple, sur une jambe, pareil, je vais faire des mouvements pour le dos, pour les bras, tout en restant sur une jambe. Donc, il y a un travail d'instabilité qui est assez important. Sur le Bosu, c'est une planche avec un rond en dessous, un espèce de ballon. Voilà, on va chercher à stabiliser là-dessus. C'est comme ça qu'on va travailler la proprioception, ouais. Et qu'est-ce que pardon, qu'est-ce que je voulais dire euh, excuse-moi, ça va me revenir. Je voulais te poser une question par rapport à la proprioception, mais ah oui, si voilà, tout ce qui est pistole, fente, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Bah c'est ouais, des travails de proprioception aussi, en plus d'être des travaux de musculation et carrément, de préparation physique? carrément. Moi, je suis carrément fan de ces exercices-là. Je mets beaucoup ces exercices-là en avant. Mais les basketteurs, par exemple, des fois, le squat, selon leur longueur de fémur, ils sont pas tous aptes à faire du squat. Enfin, la souplesse des chevilles, tout ça. Je les invite facilement à faire les fentes. Et les fentes, il y a deux intérêts. Il y a travailler déjà en unilatéral, tu vas équilibrer jambe gauche, jambe droite, et justement, ce que tu viens de dire, le travail de proprioception, clairement, parce qu'on va travailler la stabilité. Et souvent, quand on joue à faire des fentes, quand on s'entraîne à faire les fentes, on peut se rendre compte qu'on est beaucoup plus à l'aise sur une jambe que sur l'autre. Que le genou, par exemple, le genou gauche ou genou droit va trembler plus que l'autre. Et c'est une bonne info, ça. Ça veut dire ça vaut le coup de le travailler plus que le squat. Parce que c'est pareil, dans la vie de tous les jours, on est souvent une jambe devant, une jambe derrière, on n'est pas toujours les pieds bien calés en action, Mmh. tout ça. Donc et les pistol squats, bah, c'est un mouvement phare, je trouve, parce que là, tu es vraiment en équilibre sur une jambe, et là, tu as un travail de proprioception au niveau des genoux, des chevilles, du gainage fonctionnel pour pas que ton bassin y bascule, tout travaille en même temps. Ouais, moi, j'arrive assez facilement à faire des squats profonds. Par contre, les pistoles, c'était impossible. Et j'ai vu dans une de tes vidéos que tu les faisais à l'aide des sangles de suspension, des TRX. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai réussi à faire des pistoles grâce à toi. Ah bah super, je suis content, merci. C'est cool. Bah ouais, bah, les sangles de suspension, ouais, c'est génial pour ça. La difficulté, toi tu fais les squats complets, t'as pas de problème pour les squats complets. Non, j'ai une bonne mobilité de cheville, Ouais, mais je sais pas, les pistoles, j'y arrive pas. J'ai tendance à tomber en arrière. ouais, parce que en fait pour le pistol squat, ce qu'il faut, c'est une très bonne mobilité de cheville. Là, il y a pas le choix. Contrairement au squat, tu peux tricher en penchant un peu en avant. Une pistol squat, il faut que le genou soit vachement avancé au-dessus du pied. Donc ceux qui Mmh. ont un problème de mobilité de cheville, ils vont galérer. Après, ça demande énormément de force musculaire et une énorme stabilité au niveau du genou en fait. Donc au début, le pistol squat, ouais, sans suspension, mais sinon tu peux le faire sur une chaise. Ah ouais, Ouais, c'est-à-dire? bah en fait, au début, tu prends une chaise, c'est comme ça qu'on commence le pistol squat, tu prends une chaise et tu cherches juste à t'asseoir sur une jambe. Tu cherches D'accord. juste à t'asseoir sur une jambe et tu remontes sur deux jambes. Comme ça, tu vas travailler la phase excentrique et c'est ce qui va permettre de tout renforcer au niveau de tes tendons, ton muscle, à dire à ton système nerveux, ton cerveau de recruter un certain nombre de fibres musculaires pour pouvoir être capable de faire ce mouvement-là. Et à force de faire la phase excentrique, que la descente, au bout d'un moment, tu arriveras à faire la montée.
Et quand tu arriveras à faire sur la chaise, après tu prends une chaise plus basse et petit à petit tu vas descendre. C'est comme ça qu'on D'accord, fait. très intéressant. Ouais. Bah écoute, j'essaierai. Je suis content d'avoir un cycle de progression pour le pistol. Et justement, tu disais qu'il fallait une grosse mobilité de cheville, une bonne stabilité du genou. Est-ce que tu penses que la mobilité se travaille? Et si oui, comment? Avec justement avec peut-être des systèmes progressifs comme ça, avec une chaise, etc. Donc des béquilles dans un premier temps, et puis petit à petit, tu augmentes l'amplitude progressivement. Alors pour la mobilité de cheville, il y a rien de plus simple. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Il y a rien de plus simple que ça. Il suffit c'est tout simple. On se met à genoux en fente, tu vois, mais vraiment tranquille en fente. Tu mets un pied contre le mur, ta jambe avant contre le mur, et tu essaies d'avancer ton genou jusqu'à ce que ça touche le mur. Le but du jeu, c'est toujours garder le talon au sol. Donc au début, on essaye ça, et quand on y arrive, on recule un peu le pied. Et à force de le faire tout le temps, pas le répéter, par contre, tu fais un cycle de 6 à 10 fois, mais juste essayer d'avancer ton genou petit à petit, ta mobilité de cheville va se mettre en place. En fait, la mobilité, c'est juste une habitude qu'on a dans la vie de tous les jours. Si tu forces ton corps à faire toujours la même chose, le même mouvement, bah, ton corps, il va se mobiliser. Et donc, la mobilité de cheville se travaille facilement. Travaille très très facilement. Le squat complet, par exemple, le fait de travailler le squat complet, par exemple, je me tiens à un meuble très costaud, je me tiens à un meuble, on va dire que j'ai un problème de mobilité de cheville, je me tiens à un meuble très costaud, je descends en squat complet, et j'essaie de pousser mes genoux en avant devant mes pieds. Tu vois, en gardant les talons au sol. Donc au début, je vais galérer, mais à force de le faire, si je le fais tous les jours, une dizaine de répétitions, bah au bout d'un moment, je vais y arriver de plus en plus facilement. J'avais lancé un défi comme ça à un de mes adhérents qui n'y arrivait pas du tout. S'était amusé à le faire 3 minutes par jour, donc plusieurs fois dans la journée, et en 10 jours, il avait réussi à atteindre son squat complet. Il avait réussi à gagner en mobilité de cheville. J'ajouterai dans l'article lié au podcast quelques vidéos de ce que tu présentes, puisque tu as une chaîne YouTube et que tu parles là d'exercices que tu as probablement déjà montré, que je pourrais mettre et que je pourrais montrer. Je pense que ça sera assez intéressant. Ce que tu es en train de dire du coup, c'est que la mobilité, en fait, les restrictions de mobilité qu'on a ne viennent pas d'un manque de souplesse, mais plutôt d'un manque d'utilisation de ces amplitudes de mouvement. Mais c'est carrément ça, ouais. Moi, j'aime bien, par exemple, dans mes cours, j'ai de la chance d'avoir une population avec un âge de 16 à ma doyenne à 84 ans. Et tu vois, les cours sont un peu coupés en âge. J'ai de 16 à 50 ans et j'ai de 50 à 84. Et j'ai remarqué, là où je suis, je suis pas à Lorient, je suis un peu à côté, un peu en campagne, les plus âgés sont plus souples. Donc j'ai étudié le truc, je me suis dit comment ça se fait, c'est pas normal, non, plus on est âgé, moins on est souple. Et en fait, j'ai remarqué que les plus jeunes, bah c'est plus beaucoup de bureaux, de sédentarité, Netflix, j'aime bien dire ça, génération Netflix, et les anciennes, elles ont tout un jardin. Les plus anciennes ont tout un jardin, donc toujours en mouvement. Et j'ai remarqué que les anciennes étaient plus souples grâce à ça en fait, parce qu'elles sont toujours actives, toujours en train de se baisser pour ramasser quelque chose, bêcher, tout ça, faire du jardinage. Bah mine de rien, elles gagnent plus en souplesse que les plus jeunes. Et en fait, c'est ça, c'est une habitude. Et j'aime bien comparer à d'autres pays. On regarde les pays d'Asie, d'Afrique, le squat complet, souvent ça leur pose pas de problème. Parce que c'est depuis tout petit. Ils ont toujours fait. Ils sont habitués à faire ça. Et nous, le canapé, bah, c'est destructeur, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais lu une étude. Enfin, c'était un scientifique qui disait que la position assise tuait plus que le tabac. C'était assez édifiant. Ouais. Et parce que c'est hyper délétère à plein de niveaux. Et d'ailleurs, on voit le mal du siècle qui est le mal du dos. On voit tous les problèmes cardiovasculaires, les maladies, etc. qu'on a parce qu'on devient trop sédentaire. Et c'est difficile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des métiers se passent derrière un ordinateur. Moi par exemple j'ai la malchance d'avoir un métier d'entrepreneur qui me passionne mais qui m'oblige de passer le plus clair de mes journées derrière un écran. Alors du coup j'ai aménagé dans mes journées des petits temps d'étirement, etc. J'utilise un minuteur Pomodoro qui sonne toutes les 25 minutes pour penser à me lever. Et donc je fais juste pendant 1 minute ou deux, ça va vite. Je marche un petit peu, je fais quelques étirements actifs, tu vois, avec un élastique, etc. Là j'en ai un sur mon bureau. Super, tu vois. Et donc ou sinon je vais marcher un petit peu dehors. Voilà, je fais parfois 10 squats, quelques fentes. Ce genre de choses. Sinon, j'utilise aussi une chaise à genoux. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une chaise sans dossier où t'es à genoux, du coup, t'as dos qui est maintenu. Et comme ça m'oblige aussi à changer de position. Donc, j'ai une chaise de bureau aussi. Donc, j'alterne entre les deux. Mais c'est quand même assez édifiant de se rendre compte à quel point t'es obligé de trouver des stratagèmes pour vivre de la façon dont ton corps est fait pour vivre. Et à quel point on se déconnecte des fondements de notre physiologie et de la façon dont on devrait fonctionner. Ouais, c'est ça. Mais
Mais j'avais vu une chaîne YouTube, alors je sais plus c'était qui, et le mec c'était comme toi, il était beaucoup dans derrière son écran tout ça, et il avait instauré toutes les heures des mini-tournois de basket dans son bureau. Donc il se levait avec ses équipes et puis il faisait les petits baskets, tout ça. C'est juste histoire pour se bouger. C'était sous forme de jeu, il s'amusait comme ça. Il y a deux trucs qui se font beaucoup. J'en parle beaucoup à mes adhérents qui sont dans les bureaux comme ça. C'est remplacer ta chaise par un Swiss ball. Hmm. Tu as le gros ballon. Et Ouais, je vois très bien. pas une heure, hein, parce que c'est super dur mine de rien, mais juste 5 minutes de temps en temps. Ben tu peux pas t'avachir sur un ballon. Tu peux pas, tu vas rester toujours droit et tu vas toujours bouger. Donc le fait de toujours bouger, t'amuser sur le ballon, tu vas mobiliser tes chevilles, tu vas mobiliser tes genoux, tu vas les lubrifier en fait. Donc déjà ça c'est pas mal. Et après ce que tu fais, bah c'est top, c'est ça, mettre un minuteur toutes les 25 minutes ou toutes les heures. Moi je conseille au moins toutes les heures minimum. Se lever 1 minute et faire des petits mouvements de squat, ouais, des petits trucs comme ça. La base pour une bonne santé, c'est ça. Hein. Bon bah tu vois, j'ai déjà 2 chaises derrière mon bureau, du coup ma chaise de bureau, ma chaise à genoux. Maintenant je vais avoir en plus un Swiss ball à côté de moi, donc Ouais. ça va prendre tout l'espace, Ça mais prend de la c'est pas place, grave. mais ouais, ça prend de la place, mais c'est vraiment intéressant ce football. Ouais. Est-ce que il y a d'autres, t'as d'autres petits hacks comme ça, d'autres petites stratégies pour préserver ta santé, pour être en meilleure forme physique, tout en ayant un travail classique, c'est-à-dire sans être champion de basket? Ouais, parce que moi le basket ça représente qu'un tout petit pourcentage de ce que je fais en travail. Hein. C'est peut-être 10% de ce que je fais en fait. Je m'occupe beaucoup de non professionnels. Et en fait, les gens me disent souvent, l'excuse la plus courante, c'est j'ai pas le temps. Et j'essaie de trouver des solutions pour montrer quand on cherche pas un objectif physique vraiment un truc extraordinaire, juste santé, juste en 3 minutes par jour qu'on peut vraiment améliorer sa santé en fait. J'avais fait une vidéo sur ça parce que je me bats vraiment là-dessus. C'était un travail de mobilité générale en seulement 3 minutes. Et j'avais fait la vidéo entière, montre en main, ça m'avait pris 3 minutes. Et tout était étiré. Le psoas, les chevilles, les ischio-jambiers, le bassin, le dos, la cage thoracique, tout s'étirait en 3 minutes. Et en fait, ce que je conseille, c'est ça, c'est soit faire une routine le matin, voilà, avant de travailler, soit au boulot si on peut, mais des fois selon les boulots on peut pas toujours. Mais le soir, sinon une petite routine comme ça, s'imposer une petite routine de 3 minutes, 4, 5 minutes, ça te prend pas longtemps et pour bien vivre, c'est l'idéal. Tu l'as souligné, on voit de plus en plus de problèmes de maladies liées à la sédentarité, donc faut prendre ça en compte, quoi. Complètement. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la préparation physique générale. Dans le mot général, il y a multi-compétents, multifacettes. Donc on a parlé de l'explosivité, on a parlé de la force, on a parlé de la proprioception. Est-ce qu'il y a d'autres facultés qu'on devrait développer pour être un athlète entre guillemets complet? Ouais, alors par préparation physique générale, j'aime bien parler de musculation fonctionnelle. Tu vois, j'aime bien faire le parallèle avec la musculation fonctionnelle pour que ça touche vraiment tout le monde. Il y a une qualité qui est souvent oubliée, c'est la coordination. Et j'aime bien travailler la coordination parce que plus tu es coordonné dans un mouvement, plus tes gestes de la vie de tous les jours vont être... tu auras moins à penser à ton gainage en fait. Là, dans beaucoup d'exercices, je fais des trucs où il y a un gainage qui est installé tout en demandant un mouvement compliqué. Par exemple, je vais demander des fentes et puis en même temps pousser sur les élastiques. Donc 2 exercices en un, mais en restant toujours stable sur le gainage. Et l'intérêt, c'est que dans la vie de tous les jours, quand tu vas faire une action comme pousser quelque chose, tirer sur quelque chose, ton gainage va s'installer naturellement. Plus tu es coordonné, plus ta gestuelle de la vie de tous les jours sera facile, plus tu apprendras facilement de nouvelles choses, plus tes muscles vont fonctionner ensemble, parce que la coordination, c'est ça, c'est pouvoir synchroniser plusieurs groupes musculaires en même temps. On voit, plus on vieillit, plus c'est ça qui est compliqué. Donc ça vaut le coup de travailler. La coordination, je dirais presque que c'est l'une des qualités physiques le plus importantes à travailler. Et tout le monde peut le travailler. Hyper intéressant. Là, ça fait 6-7 ans là que je fais du coaching et la coordination, c'est la seule qualité où c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise c'est mon point fort. C'est jamais arrivé. Tout le monde me dit oh je suis pas coordonné. On m'a déjà dit la force c'est mon point fort, la souplesse ça va. Enfin j'ai toujours eu au moins une personne comme ça, le gainage ça va. Coordination c'est jamais arrivé. Et je montre à tout le monde que la coordination ça se travaille. Donc ça se travaille et tout le monde peut améliorer sa coordination, mais sauf qu'on commence étape par étape quoi. Est-ce qu'on peut imaginer que la corde à sauter, c'est une façon de travailler sa coordination? Bah carrément, ouais. C'est hyper compliqué. Moi, je galère la corde à sauter. Je suis en train de m'entraîner à ça parce que pourtant, je viens de la boxe. Normalement, la boxe, on fait beaucoup de cordes à sauter. Bah ouais. Et moi, je viens du MMA exactement. Donc, je faisais un peu de boxe dedans, mais vu que c'était pas que de la boxe, voilà, je faisais un peu de corde à sauter. J'étais pas très doué là-dedans. Et là, je travaille ça parce que c'est hyper intéressant.
pour le travail d'explosivité aussi, pliométrie, tu sais, les rebonds, c'est vachement intéressant. Et la coordination, vu que c'est un nouveau mouvement, c'est un travail de coordination. Quand tu vois les experts en corde à sauter, ils font des trucs, ils augmentent leur coordination en montant les genoux en même temps, en faisant passer la corde sur les côtés. C'est un gros travail de coordination, carrément, ouais. Ouais, après t'as plein de variantes possibles. C'est vrai que t'en as qui sont hyper forts là-dedans. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Ils font des trucs, ouais, c'est impressionnant. Juste pour la petite parenthèse, du coup, tu disais que tu venais de la boxe, du MMA. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Ou qu'est-ce que t'as pratiqué dans ta maintenant jeunesse? je pratique plus, mais alors à la base je viens du judo, j'ai fait 15 ans de judo. Et au judo, moi j'adorais le combat au sol. Et au judo, on laisse pas libre au sol, on est un peu limité. Donc je suis parti dans le MMA. La lutte contact et le pancrace, c'est du MMA sportif qu'on appelait ça. C'est-à-dire on n'avait pas le droit de frapper au sol. C'est en France, lutte contact, pancrace. Et donc on mélangeait boxe thaï, judo, lutte et combat au sol, jiu-jitsu brésilien. Moi c'était ça que je faisais en fait. Ma spécialité c'est le sol. Et tu faisais déjà de la musculation entre guillemets fonctionnelle à cette époque-là? Ouais, très vite. Quand je faisais du judo, en fait, je me suis mis très vite moi, à la base, je suis vraiment gringalet. Quand j'avais 18 ans, je faisais 1m78, je faisais 55 kilos, 60 kilos. Donc vraiment très maigre. J'ai toujours souffert de ça. Je me suis mis à la muscu et en salle au début. Et moi, le coach qui avait en salle m'avait fait un programme de muscu, style bodybuilding. Et je voyais bien que ça me correspondait pas du tout. Je voyais bien au judo, c'était pas du tout cohérent. Donc déjà, à cet âge-là, à 18 ans, je commençais à m'intéresser un peu à la musculation fonctionnelle, ouais. Je bois un coup aussi. Et, et après, plus tard, parce que moi les élastiques, ça fait longtemps que je me mets aux élastiques, hein, ça fait vraiment des années. J'ai dû commencer à m'intéresser aux élastiques, je devais avoir 25 ans, donc tu vois, ça fait 16 ans. J'ai vu ça aux États-Unis. Je voyais le football américain, le basket utiliser ça. Je voyais plus tard le MMA et s'y ont mis. Je me dis c'est intéressant. Et après j'ai copié sur eux en fait et j'ai commencé à peaufiner ça pour voir des mouvements qui soient plus cohérents par rapport au sport. Du coup, toi, la plupart de tes entraînements, ils sont faits avec les élastiques? Beaucoup, ouais. Quels sont les avantages pour toi de cet outil comparé par exemple à des haltères et des barres? En fait, alors moi dans mes entraînements, je touche à tout, mais c'est vrai que les élastiques, c'est la majorité de mes entraînements. L'avantage déjà, le premier avantage que tout le monde le remarque, c'est il y a moins d'impact sur les articulations. C'est beaucoup moins impactant sur les articulations parce que l'élastique il va avoir une résistance qui va augmenter. Plus tu vas l'attendre, plus ça va augmenter. Si on prend l'exemple du squat, quand tu mets une barre sur les épaules, tu fais ton squat, c'est en bas du mouvement que c'est dur. C'est en bas du mouvement que ton articulation est la plus faible et ton muscle est le plus faible. Aux élastiques, il va respecter ça. Les élastiques, en bas du mouvement, ton élastique sera peu tendu. Plus tu vas monter, plus ton articulation sera forte, plus ton muscle est fort. Et l'élastique, il augmente en même temps. Donc il respecte un peu ta force musculaire et la santé de tes articulations. L'autre avantage qu'il y a, c'est le retour qu'il y a avec les élastiques qui t'impose un gainage assez important sur beaucoup d'exercices. Et l'autre point fort que j'aime beaucoup, c'est le fait de varier les angles. On peut faire vertical, horizontal, en diagonale, du haut vers le bas, du bas vers le haut, dans tous les sens. Et tu vas faire des mouvements vraiment avec la coordination, encore une fois, la coordination et gainage fonctionnel. J'aime bien prendre l'exemple du développé couché. Et je me rappelle, il y avait une année, j'avais un basketteur, il faisait 120 kilos et tout en muscle, très fort. Et je lui mets un exercice debout avec des élastiques où je lui demande de pousser debout avec l'élastique et je lui montre avant. Je le fais, je pousse l'élastique. Il le fait, et il s'envole. Et je lui demande comment tu fais, comment tu l'expliques. Il dit je comprends pas, t'es plus fort que moi. Je fais non. Je lui dis non, t'es beaucoup plus fort que moi, c'est même pas la peine de comparer. C'est juste que t'avais pas installé tes jambes, t'as pas installé ton gainage. Il y avait plein de choses qu'il avait pas installé. Il était fort développé couché, mais debout il savait pas le transférer. Donc on a travaillé sur ça. Et les élastiques, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir travailler ton transfert de force debout. Parce qu'être fort développé couché, lever 180 kilos développé couché, mais debout, tu sais pas le transférer, c'est pas très intéressant en fait. Et les élastiques, c'est ça l'intérêt, c'est que ça protège les articulations et tu vas avoir un vrai transfert de force par rapport à ton sport. En judo, par exemple, tu peux travailler des projections de judo avec l'élastique, avec haltère, tu peux pas. Parce que l'haltère, toujours la pression, elle est verticale. Les élastiques, tu peux jouer comme ça, ouais. Et est-ce que tu penses pas que les haltères et les barres ont quand même un intérêt pour la force, la construction musculaire, qui pourrait être complémentaire aux élastiques? Ah mais carrément. En fait, si. Moi, je dis pas qu'il faut être 100% élastique.
Non, moi j'utilise les haltères aussi. J'utilise les haltères, j'utilise les barres, j'utilise les sangles de suspension. C'est bien de varier parce que les trois ont leur importance. Par exemple, Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les intérêts de chacun des trois? Donc, on parle des sangles de suspension, des élastiques, des barres haltères. Et d'ailleurs, on pourrait même en rajouter un quatrième pour rendre l'exercice un petit peu plus compliqué, les kettlebells, effectivement. Ouais, ils ont tous un intérêt. Bah, déjà, le kettlebell, alors c'est une charge. Clairement, c'est une charge verticale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que t'as une encre et le poids, il est au bout de l'encre. Donc déjà, t'es un peu instable. Donc ça va être un travail en force de façon dynamique. Normalement, avec les haltères, tu fais pas du curl biceps, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour travailler toujours en dynamique, comme le swing kettlebell, l'un des mouvements les plus connus, où tu vas pousser l'élastique à la force de ton bassin, l'haltère, le kettlebell, je veux dire, pousser le kettlebell à la force de ton bassin et résister au poids que tu projettes en avant. Donc il y a un travail de gainage dynamique avec en plus de la travail de force, parce que tu as un poids concret à porter. De 8 à 40 kilos, ça peut aller très loin. Les haltères, le gros avantage des haltères, il y en a deux en fait surtout, c'est que tu peux isoler ton muscle facilement. C'est beaucoup plus facile d'isoler ton muscle et surtout pour la force. Il n'y a rien de mieux que les haltères pour travailler la force. Tu as une charge concrète. Là, demain, je te mets 80 kilos, t'évolues, je te mets 82, 83. Toi, je peux aller vraiment à tâtons. Je peux vraiment te faire un programme bien structuré avec les haltères et rien de mieux que ça. C'est vraiment précis. Les sangles de suspension, c'est pour moi le meilleur accessoire pour travailler le gainage dynamique, le gainage fonctionnel. Parce que quand tu le mets en planche, en sangle de suspension, sans que les sangles te touchent jamais les bras, le travail de gainage sur les épaules et sur le ventre, il est plus fort que n'importe quel autre accessoire. Et d'ailleurs, à savoir, les sangles de suspension, ça a été créé par les commandos. Ils ont utilisé ça pour être super puissant, super fort, sans trop prendre en masse musculaire. C'est pas adapté pour la prise de masse musculaire. Donc, pour être solide niveau gainage, c'est le top. Et les élastiques, bah, c'est tout le reste que je disais, la coordination, tout ce que tu peux travailler en même temps. Donc, moi, j'aime bien travailler avec tous ces accessoires en même temps, ouais. Et comment est-ce que tu arrives à articuler tous ces outils-là au cours d'une semaine ou même d'une programmation sur une année, tout en ayant une logique de cycle de progression? Tout à l'heure, là, tu parlais avec les haltères d'incréments de poids pour progresser, etc. Comment est-ce que tu arrives parce que tu vois, j'imagine, si tu dois alterner tout à chaque fois, au final, il va y avoir tellement de temps entre deux séances de musculation, entre guillemets, traditionnelles avec des poids, que tu vas peut-être même pas pouvoir ajouter d'incrément de poids. Et sur les autres exercices, t'as pas forcément de repères, donc c'est peut-être difficile aussi de mettre en place des cycles de progression. Comment est-ce que tu arrives à articuler tout ça et à faire en sorte que tout se complète dans un ensemble parfait et cohérent? Alors, tu as plusieurs méthodes possibles. T'as plusieurs méthodes. T'en as une, par exemple, ça peut être, si tu fais 3 fois par semaine, tu dis, bah, le lundi, je vais faire un programme full body que avec halter. Le mercredi, que les élastiques, et le samedi, et le vendredi, que les sangles de suspension. C'est une possibilité. Une autre possibilité que je fais de temps en temps, c'est par exemple, je vais faire plusieurs exercices et mon premier exercice de base avec les haltères, donc là où je vais mettre de la force, par exemple le développé couché. Le développé couché sera avec des haltères. Mon deuxième exercice, je vais faire du développé avec élastique, où là je continue à travailler sur les pecs avec une instabilité. Et le troisième exercice, je vais faire des pompes au son de suspension. Je travaille le gainage en même temps. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est faire par exemple 1 mois ou 2 mois ou 3 mois que les haltères et d'autres cycles que les élastiques ou d'autres cycles que les sons de suspension. Tu peux alterner comme ça en fait. Et ça fait qu'à chaque fois que tu reviens sur l'accessoire, moi par exemple, il m'arrive souvent de pas toucher un haltère. Les élastiques et sons de suspension, j'utilise beaucoup les deux. C'est rare que j'utilise jamais l'un et l'autre, j'utilise tout le temps. Et les haltères, il peut m'arriver 3-6 mois de pas toucher un haltère et revenir dessus plus tard. Hop. Il m'arrive plus tard de je peux pas toucher un haltère 3 à 6 mois, je fais que élastique et sons de suspension, je reviens dessus, voilà, j'alterne comme ça, ouais. Et quand tu reviens aux haltères, t'as pas perdu tous les progrès que t'avais fait? C'est pas comme si tu repartais presque de zéro? Eh ben non, alors ça dépend comment tu fais ton programme, mais si tu fais bien ton programme, non, je me suis même vu revenir. Alors au début, la première semaine, toujours un peu dur parce qu'il faut que tu retrouves les sensations, t'as les haltères, ça change quand même. Je me suis vu au développé couché avoir progressé au bout de la deuxième semaine. Donc j'avais vite reprogressé parce que ce que j'avais fait avec les élastiques, j'avais trouvé des exercices qui me faisaient vraiment gagner en force. Parce que les élastiques, tu peux quand même gagner en force. Hein. Tu as quand même des méthodes pour vraiment gagner en force, tu peux. Et moi, quand j'étais repassé aux haltères, j'avais fait une vidéo là-dessus. Elle est vieille celle-là. Et pour donner un exemple, au développé couché, je crois que je bloquais à 6 reps à 90 kilos. J'avais arrêté les haltères pendant 6 mois. J'ai fait que les élastiques. J'étais reparti aux haltères et pas la première semaine parce que c'était une mise en route, mais la deuxième semaine, je faisais 10 reps à 90 kilos. Donc j'avais clairement gagné. J'avais gagné, ouais.
Et on n'a pas parlé, donc là on parle de pas mal de qualités physiques différentes et complémentaires. On n'a pas parlé de cardio. Je me doute qu'il y a que certains circuits pourraient s'apparenter à du HIIT, notamment ceux aux suspensions, aux angles de suspension, etc. pourraient s'apparenter à du HIIT, donc faire travailler le cardio en anaérobie. Mais est-ce que tu rajoutes aussi des blocs d'entraînement en endurance fondamentale qui semblent assez intéressants quand même? Ouais, en fait, moi, toi, encore une fois, je fais beaucoup d'exercices avec de la coordination en circuit parce que ça travaille justement le cardio. Euh, Par exemple, un exercice que beaucoup connaissent, l'épaulé jeté. Tu connais l'épaulé jeté. Tu t'amuses à faire cet exercice-là, pas en très lourd. Hein. Tu vois, tu fais une dizaine de reps, pas en très lourd. Bah, tu vas voir que c'est hyper cardio. Tu vas vite être essoufflé. Et moi, avec les élastiques, les haltères ou les sons de suspension, je fais beaucoup ça. Alors, pour ceux qui cherchent à améliorer leur silhouette, à perdre un peu de poids, enfin, j'aime pas trop parler de poids, plutôt améliorer la silhouette, parce que le poids, c'est un autre sujet. Améliorer la silhouette, j'aime bien travailler en circuit, une sorte de circuit training avec beaucoup d'exercices, avec de la coordination. Quand je dis coordination, c'est que en même temps que je vais travailler les jambes, je vais travailler les bras, les épaules, les pecs. Et le fait d'enchaîner tous ces exercices, bah ouais, tu travailles le cardio en même temps. Et j'ai vu des adhérents qui ont été surpris de faire du vélo ou faire de la course à pied et améliorer leur course à pied et de vélo grâce à ces méthodes-là, en fait. Et pourtant, j'ai fait quasiment jamais courir. Ça m'étonne pas. Moi, ça me rappelle une période où je faisais un peu de CrossFit. Et d'ailleurs, là, ton épaulé jeté me fait penser à un exercice que je trouve pire, qui est le thruster, Ah et ouais, qui te massacre en termes de cardio. ouais, je suis d'accord. Et clairement, avant, j'avais pas l'habitude de trop courir et j'étais plutôt très mauvais en endurance. En plus, je détestais ça. Et après, je me suis mis à courir un petit peu et tout naturellement, paf, j'étais devenu, je vais pas dire bon, mais en tout cas passable, correct. J'arrivais à faire un petit 10 km sans problème en 1 heure, ce qui est pas incroyable, mais qui reste correct. Ouais, t'as amélioré ta course, ouais. Bah, je suis pas surpris parce qu'en fait, ce genre d'exercice, quand tu fais exercice, voilà, complet comme ça, t'as gagné en force sur les cuisses, sur les fessiers, qui sont un muscle qui sont peu utilisés chez les hommes, et c'est une erreur, en fait. Le travail des fessiers, c'est très important. Les muscles des fessiers, ton gainage, ta stabilité des genoux, on en parlait tout à l'heure à propos réception. Ce qui fait que quand tu cours, déjà, t'as tous ces muscles-là qui sont forts. Donc déjà, t'as moins d'efforts à faire sur ces groupes musculaires-là. Donc déjà, ça te facilite vachement. Et en plus, quand tu fais enchaîner le crossfit, c'est hyper cardio. Bah forcément, t'as un cardio qui a vraiment progressé. Comme ceux qui veulent améliorer leur endurance fondamentale, qui veulent l'endurance sur 1 heure, on le sait, il faut faire du fractionné, des séances courtes pour augmenter ta vitesse max. Et comme ça, ta vitesse moyenne va s'améliorer aussi. Ben là, c'est un peu ce que tu as fait en fait avec Mm. le CrossFit. C'est clairement ça. Le CrossFit, c'est tellement cardio, c'est ça. Ouais. Et si tu regardes un petit peu tous les sports, je sais pas, les judokas, les rugbyman, les footballeurs, les boxeurs, les nageurs, ils font tous un peu de prépa physique, ils font tous de la musculation à côté. Ouais. Et pourtant, ils ont des physiques et des compétences complètement différentes. Comment t'expliques qu'il y ait autant de disparités dans des physiques de gens qui sont pourtant tous des athlètes et qui ont une base qui pourrait être relativement proche et commune? Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est un truc que je relève souvent quand les gens ont peur de venir faire de la muscu, et je leur donne souvent cet exemple. Je dis, c'est comme tu dis, le foot, le rugby, le judo, tous, ils font tous de la muscu, ils en font tous, et ils ont pas tous la même silhouette. Ils réfléchissent, ils me disent, ah, c'est vrai. C'est la prépa physique, en fait. Ils vont pas travailler la même chose. Par exemple, un rugbyman va travailler plutôt en hypertrophie. Lui, il va chercher à prendre de la masse musculaire, parce que pour son sport, il en a besoin. En judo, ils vont travailler un peu en hypertrophie, mais ils ont des poids à respecter. Donc, ils vont travailler en endurance de force aussi. Ils doivent surveiller leur alimentation. Ils doivent pas trop prendre du poids. Par exemple, t'es en moins de 73. Maintenant, je crois que c'est moins de 75. Ça a changé. Bah, il doit être essayé le plus costaud possible, mais sans dépasser ce poids. Donc, il y a un travail de cardio qui va travailler, tout ça. Au foot, ils n'ont pas besoin d'être aussi volumineux au niveau des épaules. Donc, c'est tout le travail de préparation physique qui va se faire pour que ce soit propre à leur sport. En préparation physique, c'est d'abord le sport, leur sport, donc le judo par exemple, c'est d'abord l'entraînement judo, et toi en muscu, tu vas faire en sorte qu'il soit plus performant au judo. Et c'est pas la muscu qui prime sur le judo, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu vois, donc en fait, un judoka, donc au niveau, il va pas faire une séance de muscu bodybuilding, hop, et puis après il va faire du judo. Non, non, il va faire son travail de judo, et après il va faire un travail de muscu qui soit cohérent pour lui. Peut-être que le gars, il a besoin de travailler plus son endurance, plus de force, plus d'explosivité. Et on va faire un travail comme ça pour améliorer cette qualité physique qu'il va avoir besoin, oui.
Et est-ce que tu penses que la génétique a un fort déterminant des qualités physiques que tu développes et même du physique que tu développes en fonction à un entraînement égal? Ouais, oui, bah, carrément, ouais. Bah, je vais donner mon exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir beaucoup plus costaud et je vois clairement que j'ai pas un métabolisme pour. Moi, j'étais un métabolisme plutôt fait pour être bon en endurance, mais j'ai jamais aimé l'endurance. Je voulais toujours être plus costaud. Et donc, on a tous des prédispositions. Je vois même, moi, avec les basketteurs pros, je vois certains programmes qu'ils vont faire. Il y a certains, je suis obligé de faire attention parce qu'ils prennent très vite du muscle. Donc je suis obligé de surveiller ça. Et d'autres beaucoup moins, parce que certains ils veulent pas trop prendre du muscle, ils veulent pas être lourds sur le terrain, donc c'est pas trop l'objectif, donc je voulais changer leur programme. On est tous différents. Par contre, c'est pas parce que tu as une prédisposition à pas devenir Schwarzenegger que tu peux pas devenir de plus en plus musclé. T'es pas bloqué en fait. J'aime pas les gens j'aime pas quand on dit mon métabolisme fait que je peux pas devenir musclé donc je peux rien faire. Non, tu peux quand même devenir musclé, sauf que t'as pas un métabolisme fait pour devenir Monsieur Olympia quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Bon après il y a d'autres produits, hein, mais on sait, mais c'est juste pour dire qu'on a une génétique qui va être plus fait pour l'endurance et tout ça, mais on peut changer quelques filières quand même. Comment tu fais pour tester ta génétique, pour savoir quel sport est fait pour toi? Dans quoi est-ce que tu pourrais performer? Ça c'est un peu délicat. Je pense que quand tu testes des sports, tu vois que t'es plus fait pour un sport qu'un autre. Moi par exemple quand je voyais à l'école, je faisais de l'endurance, je m'entraînais jamais en endurance et je voyais très vite je progressais en endurance. Je voyais que j'étais fait pour être bon en endurance, sauf que j'ai jamais aimé ces sports-là, donc j'ai jamais fait ça. Au judo, par exemple, quand j'ai fait du judo, euh, je voyais très bien que j'étais pas quelqu'un de fort physiquement. Donc j'étais obligé de travailler ma technique plus que la force. Donc tu t'adaptes. Toi, tu as des sports, le judo, c'est un sport qui est génial parce que tu peux être quelqu'un de fort, tu peux être quelqu'un de technique, tu peux varier ta génétique par rapport à ton sport. Mais au basket, par exemple, si tu fais 1m50, t'es un homme, tu vas galérer pour être basketteur. Donc, tu le vois, donc tu vas partir dans un autre sport. En général, c'est ça, quoi. Mmh. Ouais, non, tout à fait. Après, je pense que tu peux peut-être parfois te tromper quand même dans la mesure où t'as des affections aussi plus pour certains sports qui fait que, enfin, tu vois, tu pourrais te dire pas endurant parce qu'en fait tu détestes ça et pas parce que t'es pas fait pour. Mais après, je suis d'accord avec toi quand tu testes, et surtout quand tu suis un entraînement, tu vois la vitesse à laquelle tu fais des progrès, tes difficultés, et tu peux éventuellement te comparer aux autres, même Ouais, si c'est ça. c'est pas forcément bon. Et donc t'as un référentiel. Euh, on a pas mal évoqué au début tout ce qui était proprioception et gainage, et tu disais que ça avait notamment un intérêt, outre les transferts et la musculation fonctionnelle, un intérêt de prévention des blessures, que Ouais. ce soit dans la vie quotidienne ou dans la pratique sportive. Est-ce qu'il y a d'autres outils, à ton avis, qui permettent de durer, qui permettent justement de vieillir en bonne santé, de continuer à avoir une pratique sportive soutenue, tout en prévenant les blessures, donc en évitant peut-être les douleurs de dos, les tendinites, etc. Ouais, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est la mobilité, tout simplement. La mobilité, ouais. Je pense que les 3 points à travailler, c'est la coordination pour bien vieillir, pour être bien, le gainage fonctionnel et la mobilité. Je vois à l'heure actuelle, la mobilité, c'est vraiment ça devient mon cheval de bataille là. C'est vraiment le point important. Je vois les personnes sont de plus en plus raides et plus t'es raide, plus tes articulations souffrent en fait. Parce que plus t'es mobile, plus tes articulations sont libérées. D'accord, c'est juste ça. Elles sont libérées. Donc quand tu manques de mobilité, forcément tes articulations manquent d'oxygène si tu veux. Toi, elles peuvent pas. Donc forcément, ça va amener des pathologies. Donc la mobilité, c'est l'un des premiers points à travailler, je pense. Pendant des années, je disais aux gens, travaillez votre gainage, travaillez votre gainage, travaillez votre gainage. Et là, je commençais à leur dire, travaillez surtout votre mobilité. Et après, on va travailler le gainage aussi. Et ça, la mobilité, tu la vois sur des blocs spécifiques, donc comme par exemple sur une sorte de full body de mobilité, comme tu disais tout à l'heure, en 3 minutes, ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'essayer de la travailler un petit peu tout au long de la journée avec des petits slogs de 30 secondes, 1 minute, une dizaine de fois par jour, justement, quand tu fais des pauses dans ton travail? Ben, en fait, la mobilité, c'est en plus c'est la qualité la plus facile à travailler. Il n'y a pas besoin de s'échauffer déjà. Bah ouais, il y a plein de trucs. Ouais, alors déjà, moi, je mets souvent la mobilité dans mes échauffements. J'ai incorporé ça, la mobilité dans les échauffements pour tout le monde, donc ça échauffe tout le corps. Et il y a un autre truc que j'aime bien dire. Je dis souvent ça à mes adhérents. Je dis, moi, la machine à café a sauvé mes épaules. Donc au début, on regarde, je vois pas le rapport. J'étais très très raide des épaules. Et moi, à chaque fois que je bois beaucoup de café,
Et à chaque fois que je vais couler mon café, au lieu d'attendre tout simplement qu'il coule, je mettais les mains sur le bar et je poussais les fesses en arrière et je plantais la tête dans les bras. Donc, tu vois, pour travailler les épaules. Et je le faisais à chaque fois. Bah, mine de rien, le faire à chaque fois, 3, 4, 5 fois par jour, juste 20 secondes, et ben, j'ai gagné en souplesse d'épaule. C'est vraiment le truc le plus facile à travailler la mobilité. Les gens, par exemple, sont raides au niveau du disque jambier. C'est jambes tendues, on n'arrive pas à toucher les pieds. Ouais, c'était clairement mon problème et c'est vrai qu'à force de le faire un petit peu tous les jours au cours de la journée, de te baisser, etc. Au bout d'un moment, moi, t'arrives à mettre les mains par terre, quoi. Mais ouais, c'est ça. Le corps s'habitue à ce que tu lui demandes. Si tes habitudes c'est rester assis, bah ton corps il se dit bah j'ai pas besoin de travailler en souplesse. Toi tu veux que je reste assis, bon ok. Mais si tous les jours tu fais toutes les heures, tu vas chercher à toucher tes pieds jambes tendues, bah au bout d'un moment ton corps il va s'adapter, il va dire ok j'ai besoin de gagner en souplesse. Donc il va te laisser de l'amplitude. C'est pour ça la mobilité c'est le truc qui est pas assez travaillé. Pourtant c'est la qualité la plus facile à travailler. Je parle pas de grand écart, hein, on parle pas de mobilité extrême, mais juste pour avoir une mobilité saine, pouvoir toucher les pieds quand on a les jambes tendues, c'est la base quand même, on doit tous pouvoir le faire. Ouais, la souplesse de la chaîne postérieure, effectivement. Ouais. Et y a d'autres choses que tu fais pour ta récupération? Enfin, la mobilité, c'est pas vraiment de la récupération, mais je la rentre un petit peu dedans quand même. Même si toi tu l'as fait en échauffement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais en termes de récupération? Ouais, alors en récupération, je fais aussi des exercices de stretching dynamique, je maintiens pas, donc pour retrouver l'amplitude générale. Et un truc que j'aime bien, c'est le rouleau de massage. Ah, Ouais, ouais, le rouleau de massage, ouais, c'est bien. C'est pour détendre tous les tissus musculaires, ouais, c'est top. C'est pareil, c'est rapide en plus. Et ça, tu peux le faire après ta séance, tu peux le faire avant la séance, tu peux le faire 3 heures après la séance, tu peux le faire le lendemain, tu peux le faire quand tu veux en fait. Et on parlait des articulations tout à l'heure, justement, plus tu vas faire du rouleau de massage, plus tes muscles ils seront moins abîmés. Ça, c'est les fascias, il y aura moins de nœuds en fait. Il y aura moins de nœuds et donc tes muscles ils seront plus libres et donc l'articulation sera plus libérée. Et grâce à ça, tu vas aussi gagner en mobilité. Ah ouais, les rouleaux de massage, c'est vraiment un accessoire à avoir absolument. Bah d'ailleurs, par rapport à la mobilité, alors moi j'ai fait un peu de rouleau de massage, j'en avais de la marque Black Roll d'ailleurs, et donc j'ai commencé à l'époque où je faisais du CrossFit et ça permettait aussi de réduire de façon assez importante les courbatures, notamment aux jambes. Et puis en plus de ça, c'était très agréable et en termes de souplesse, de mobilité, c'est clair que tu vois directement l'impact. Après, je sais pas s'il s'inscrit vraiment dans le temps, mais en tout cas après l'avoir fait, tu te sens plus souple, plus mobile. Et je l'ai remplacé depuis déjà peut-être un an par un Theragun. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un pistolet de massage. Ouais, c'est génial. Je trouve ça plus ludique, plus marrant à utiliser, et puis plus facile aussi pour certaines zones. Le rouleau de massage, je fais ça très bien pour les jambes, le dos. Mais tu vois, avec le rouleau de massage, j'ai mal faire, je sais pas, justement les pecs, les biceps, le haut du dos, les trapèzes, l'arrière d'épaule. Tu vois, c'est peut-être plus compliqué. Donc, je fais avec un Theragun. Et donc, j'ai tendance à m'entraîner, je te disais, le matin vers 6h30, 7h du mat. Et le soir, quand je rentre du boulot, vers 19h, je me fais mes petites séances de Theragun. Et puis après, je me fais un peu de mobilité active, type Mac à la Christophe Cario là. Ouais. Et voilà. Et donc, ça me fait un combo super. T'as déjà essayé toi le Theragun? Ouais, par les basketteurs. C'est les basketteurs qui m'ont fait découvrir ça. Ils ont ça, ouais. Et c'est Mais t'es resté fidèle au rouleau malgré tout. Je dis pas que j'en aurais pas. C'est juste que c'est pas le même budget. Ah, ça c'est clair. Ouais, donc moi j'essaie de proposer des trucs que tout le monde puisse utiliser. Mais donc c'est ça en fait. C'est pour ça que j'essaie d'utiliser vraiment ce que tout le monde peut utiliser. Mais le Theragun, je dis pas que j'en aurais pas. Hein. Parce que quand je l'ai testé, en plus c'est super agréable. Pour le massage, il y a une maîtrise à avoir. Au début, faut maîtriser. Theragun, c'est tout de suite hyper agréable. Et comme tu dis, on peut masser des zones comme les épaules et tout ça. C'est beaucoup plus facile. Le rouleau de massage, c'est compliqué quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ouais, c'est vrai, t'as raison sur la maîtrise, le rouleau de massage. Je me souviens que les premières fois où j'en ai fait, limite ça faisait mal, etc. T'avais pas forcément le bon gainage pour bien te mettre. Bon après tu chopes le truc et c'est quand même plus sympa. Mais c'est vrai que le Theragun est plus facile d'accès. D'ailleurs, j'en fais même un petit peu en échauffement, mais beaucoup moins longtemps. Tu vois, le soir, je vais être sur des protocoles de peut-être 1 minute par muscle, et tandis qu'en échauffement, je vais passer 10 secondes par muscle juste pour le gorger un peu de sang et fluidifier un petit peu tout ça, les articulations, etc. Mais ouais, c'est ça. En fait, les rouleaux de massage Theragun, c'est justement l'avantage, c'est que ça s'utilise tout le temps, avant ou après. Avant la séance, c'est pour justement défaire tous les tissus, tous les tensions musculaires que tu peux avoir liées à ta journée et tout ça. Donc ton muscle il va être plus opérationnel après. Et à la fin de ta séance, c'est logique, à la fin de ta séance, ton muscle il est abîmé, donc ça va lui faire du bien. Et contrairement à un étirement peut blesser à la fin d'une séance.
De plus en plus, on le sait. Si l'étirement est mal fait, on peut blesser. Là, le massage, non, c'est vraiment défendre le tissu musculaire. Tu vas pas tirer sur le muscle, tu vas détendre les nœuds. C'est pas pareil. Donc ouais, c'est un accessoire à avoir. Les TerraGun, c'est vrai, on disait le budget est pas le même, mais ça vaut le coup quand même. C'est vrai que c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres routines ou hacks que tu utilises toi dans ton quotidien, même pas forcément liés au sport, mais qui te permettent d'être plus en forme, en meilleure santé, plus productif sur le plan sportif ou plus productif sur le plan intellectuel? Est-ce que tu as des petits secrets comme ça qui te permettent d'être une meilleure version de toi-même? Alors j'essaie de faire des mouvements de mobilité tous les jours. Je m'impose ça. Par exemple, j'ai un fils, tu vois, qui a 4 ans et demi, et souvent quand je lui parle, je me mets en squat complet. Ah. J'ai pris cette habitude-là. J'ai des chats, je me mets souvent en squat complet quand je garde ça. Je fais souvent méthode Mackenzie. Alors tu sais, c'est un peu le chien tête en haut en yoga. Tu vois, où tu le mets sur les mains. Je fais ça n'importe où, sur mon carrelage, n'importe où. Je fais ça. Je fais beaucoup de trucs comme ça. Je fais des routines comme ça facilement. Je garde ça en place pour avoir un corps mobile tout le temps. Et je trouve ça vachement intelligent et intéressant de lier certaines activités qui ont rien à voir avec la mobilité dans ta journée à de la mobilité, parce que comme ça, après, derrière, t'as des patterns qui se mettent en place dans ta tête, t'as même pas besoin d'y penser, ça devient automatique. Tu veux parler à ton fils de 4 ans et demi, paf, t'y réfléchis même pas, t'es même pas en train de te dire, je fais de la mobilité, tu te fous en squat complet et donc tu la travailles. Mais ouais, c'est très intéressant. C'est ça, c'est exactement ça. Et le squat complet, quand t'es habitué, après t'as pas mal en bas. Tu peux rester longtemps. Ouais, bah c'est vrai qu'au début, t'as parfois mal à l'avant du tibia, tu vois. Quand tu restes, tu vois, peut-être, je sais pas, au-delà de 2 minutes, tu commences à sentir que ça chauffe un peu à l'avant du tibia. En tout cas pour ma part. Ouais, c'est parce que c'est encore un petit manque de mobilité de cheville, ça travaille encore un petit peu dessus. Mais à force après. Non, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, moi, je fais un petit peu la même chose que toi. Enfin, quand je vais promener donc j'ai un chien, je le promène 3 fois par jour, une demi-heure le matin avant mon entraînement de sport, et ça me fait mon échauffement parce qu'en même temps, je fais de la mobilité active avec les épaules, le dos, les bras, enfin un peu tout. Une demi-heure le soir en fin de journée, et puis après, juste avant d'aller se coucher, je le promène juste 5 minutes au bout. Et je profite, et donc 5 minutes c'est vraiment juste au bout, et donc il fait son petit tour, ses petits trucs, et moi pendant ce temps-là j'en profite justement pour faire des petits étirements, des petits trucs de mobilité, etc. Et ça me fait un bien fou, et en plus de ça, au cours de la journée, comme je te disais avec mon truc Pomodoro. Mais je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir des automatismes, que ce soit pas putain merde, faut que je fasse ma mobilité, etc. Tu vois, que ce soit vraiment intégré à ton quotidien, pas que ce soit un truc que tu rajoutes, mais quelque chose qui s'intègre dans ton quotidien, dans tes routines, dans tes habitudes de vie habituelles. Ouais, c'est ça. Contrairement à une séance de sport, tu dois la planifier. Tu planifies tel jour, telle heure. Et la mobilité, ça peut se travailler tout le temps. Moi, je prends souvent l'exemple de la machine à café, et je dis, vous transférez ça au micro-ondes, ou des petits trucs, ou au lave-vaisselle. N'importe quoi, un petit truc. La vaisselle, c'est long, mais quand tu fais chaud. Non, mais la vaisselle, tu vois, à chaque fois que tu prends quelque chose dedans, plutôt que de te baisser pour le prendre, tu peux descendre en squat ou en fente. Ouais, super. Ouais, voilà, c'est ça. C'est prendre des habitudes comme ça. Comme ça, t'as pas besoin de planifier. Tu t'habitues ton corps à faire un travail de mobilité. On parlait de proprioception. Des fois, les gens, ils me disent, ouais, j'ai pas le temps. Je fais, mais quand tu te brosses les dents, tu le mets sur une jambe. Tu bouges ta jambe en même temps, tu brosses les dents en même temps, en faisant attention de pas tomber. Mais tu peux travailler. Et j'aime bien faire ces routines-là tous les jours dans mon quotidien. J'essaie de garder ça. Et comme ça, tu t'imposes pas un moment dans ta journée. Tu vois pas comme une contrainte parce que tu es habitué à faire ça. Moi, les épaules, je le fais toujours. Machine à café, je suis habitué. Dès que j'utilise, je vais faire ça. En plus, ça étire le dos, ça étire tout. C'est vraiment intéressant. Le pire que je fais, quand je raconte ça à mes adhérents, ils rigolent, la position du chien tête en haut. Donc toi, t'es sur le ventre, bras tendu. Ouais, moi j'appelle ça le cobra, mais c'est pareil. Cobra, voilà. Je fais pas du yoga, mais je sais que ça vient du yoga. Donc ouais, cobra, ouais. Et moi, je le fais tout le temps, mais je mets pas le tapis, je le fais au sol chez moi comme ça. Clairement. Comme ça, sans réfléchir en fait. Il y a encore un truc, parce que là justement tu parlais de ton fils qui a 4 ans et demi, et un petit peu plus tôt tu parlais de personnes âgées qui faisaient du jardinage. Ouais. Du coup, c'est entre guillemets 2 extrêmes qui me permettent de poser une question qui m'intéresse particulièrement, parce que j'ai une petite fille qui a pour l'instant 3 mois mais qui va grandir, et j'ai une maman qui a 60 ans et qui a plutôt justement des problèmes de dos, d'ailleurs qui a trouvé un exutoire dans le tai chi qui lui fait énormément de bien. Ouais. Donc pour ton fils de 4 ans et demi, est-ce que tu lui fais faire du sport? Est-ce que tu lui fais faire de la mobilité? Est-ce que tu lui fais faire des choses? Et pareil, avec les personnes âgées dont tu parlais,
quel programme, parce que bon, peut-être que les élastiques, oui, ça va, c'est assez doux, mais je les imagine mal faire du développé couché. Du coup, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, pour mon fils, Dans ouais, une optique de santé plutôt. Hein. pour mon fils, en fait, il fait déjà naturellement beaucoup de sport. Il est très très speed. Il est très speed, donc il court tout le temps. Voilà, il va faire tout le temps et il va toujours recopier ce que je fais. Donc, il aime bien essayer de faire mes mouvements de muscu. Donc, il connaît les sangles suspension, les élastiques, il connaît déjà en fait. C'est Et génial. ah ouais, il connaît déjà, il est habitué. Donc, il a hâte de pouvoir faire des séances avec moi et tout ça. Et dès qu'il sera en âge de pouvoir comprendre un peu plus, je l'amènerai sur des mouvements d'épaulés jetés avec un manche à balai, tu vois, c'est super intéressant. À 6 ans, je sais que l'haltérophilie commence à s'ouvrir à 6 ans pour l'épaulé jeté, c'est un mouvement de base pour savoir porter son sac. C'est pour ça, en fait, on le transfère après la vie de tous les jours. Moi, mon fils, dès que là, déjà, je fais pas mal de sport avec lui, du foot, de la course. Alors, lui, il veut toujours courir, donc on va beaucoup courir. Mais des fois, on va s'amuser à faire le chien tête en haut, enfin le cobra, que t'appelles cobra. Il le fait, ça, il le fait pas mal, il connaît. Chien tête en bas, il fait ça aussi. Voilà, je sous forme de jeu, tout sous forme de jeu comme ça, et j'ai bien l'intention de le mettre à la muscu adaptée. Quand je parle de muscu, je parle de coordination. Encore une fois, en fait, je parle de ça avec un manche à balai. Et pour les personnes plus âgées, en fait, moi j'ai une personne qui a 73 ans, qui fait des burpees, qui fait des squats, qui fait du développé couché. Voilà, donc en fait, je mets pas trop les gens dans les cases, même si je fais attention aux âges. Mais moi, j'ai un adhérent, je l'appelle l'adolescent parce qu'il est toujours speed. Il a 73 ans, il est hyper speed. Il fait des squats sautés, il fait tout. Il est vraiment en forme. Ma doyenne qui a 84 ans, elle fait des fentes, elle fait des squats. Bon, elle fait pas de saut, elle, mais elle fait du gainage pour fêter son anniversaire. C'est 84 ans, c'est dans 2 semaines. On va faire 84 secondes de gainage. Toi, c'est le seul cas où je fais du gainage long. C'est pour fêter Ouais. les anniversaires, je mets ça. Donc, ils sont habitués. Et ces personnes-là, je leur fais beaucoup travailler la coordination, par exemple, pour savoir porter quelque chose du bas vers le haut, donc du soulevé de terre que j'adapte. Tu vois, le mouvement de soulevé de terre. Donc, je leur mets une barre légère et tout ça, juste pour savoir porter, ou je le fais travailler avec un élastique parce que ça fait moins peur, juste pour qu'ils sachent placer leur dos. Ça, je fais ça, le placement du dos, c'est vraiment important. En fait, les mouvements de muscu, j'essaie de les transférer moi et vite tous les jours. Le soulevé de terre, c'est un mouvement pour savoir porter, qu'il faut adapter à sa morphologie. Le squat, je leur fais travailler la mobilité du squat. On le fait travailler ça, donc sous forme de jeu. Ça peut être un Swiss ball contre un mur, le dos contre le Swiss ball. On descend doucement, on remonte pour se préparer au squat petit à petit. Je fais beaucoup de pilates aussi. Le pilates, j'aime beaucoup ça. Je donne beaucoup de cours de pilates pour travailler justement tous les muscles posturaux. Donc c'est en douceur. Et pareil, au pilates, j'incorpore le squat, j'incorpore les pompes, j'incorpore tout ça, mais tous en douceur pour qu'on ait conscience de son corps en fait. Et voilà, et dans mes adhérents, j'ai une adhérente qui a 62, 63, 64, je sais plus. Elle a commencé la muscu avec moi il y a 3 ans. Et elle me disait, il y a 4 ans même, et elle me disait, maintenant son mari il est presque jaloux parce qu'elle lève plus lourd que lui. Et mais pourquoi? Parce que elle fait du soulevé de terre, je l'ai mis au soulevé de terre, et elle lève 60 kilos au soulevé de terre. Donc pour beaucoup de muscu, ils vont dire 60 kilos c'est que dalle. Mais quand elle a 64 ans, elle fait pas de muscu, elle fait voilà, elle était une train de vie normal, le jardinage, enfin voilà, sa petite routine. 64, elle lève 60 kilos développé couché au soulevé de terre, pas de souci. Et dans la vie de tous les jours, ça l'aide à porter les choses. Elle a pas Ouais, ça mal. m'étonne pas parce que ça ancre dans sa tête des patterns qui sont hyper sains sur comment placer ton dos, comment placer tes jambes, etc. Quand tu dois ramasser quelque chose par terre, etc. C'est ça. Ouais. Et en plus, je trouve que le sport te donne une conscience corporelle incroyable, une connaissance des différents muscles qui te composent et qui sont utilisés dans un mouvement. Tu vois, quand tu fais pas de sport, tu te rends pas forcément compte de tous les muscles qui sont à l'œuvre, ne serait-ce que pour faire des choses très simples, comme je sais pas, marcher, porter quelque chose, etc. Et quand tu as l'habitude de faire du sport, je trouve que t'acquiers cette compétence, cette connaissance de ton corps, de tous les muscles en œuvre dans chaque mouvement, et ça te donne une façon de le gérer qui est beaucoup plus fine et qui, à mon avis, est beaucoup plus saine et protectrice. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la proprioception aussi. C'est ça la proprioception en fait, avoir conscience de son corps dans l'espace, c'est ça. Et c'est pour ça que la musculation, c'est vraiment un côté santé qui est hyper important pour tout le monde. Je motive tout le monde à faire ça parce que tu viens de le dire, savoir placer son dos. Quand on veut porter quelque chose, par exemple dans les formations gestes et postures, beaucoup de gens me disent ouais, il paraît qu'il faut garder le dos droit et fléchir sur les jambes. Bah c'est pas tout à fait vrai, ça dépend ce que tu as en face de toi. Si tu as un mouvement qui te permet pas d'avoir l'objet entre les jambes, l'objet il est devant toi, si tu fléchis juste les jambes, tu vas te faire mal au dos en fait. Là, tu es obligé de te pencher en avant pour avoir une position de soulevé de terre. Et c'est ce que je leur montre aux gens. Je dis, il faut savoir l'adapter selon ce que tu veux apporter dans la vie de tous les jours. Et le placement de dos au soulevé de terre, ça c'est compliqué au début. Et quand ils savent le placer, les gens me disent, c'est pas naturel.
Et moi, arrondir le dos pour prendre quelque chose, c'est pas naturel parce que je me suis habitué à placer mon dos comme il faut. Donc, je les habitue à ça, à savoir placer leur dos. Et puis, au bout d'un moment, ils s'y font, ils sont habitués. Ils se font jamais mal au dos. Ils font des déménagements, c'est les seuls qui ont pas mal au dos. C'est tout bête, mais c'est ça, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Ouais, hyper intéressant, hyper intéressant. Écoute, on a fait un bon tour, je pense, de la partie prépa physique générale, musculation fonctionnelle. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un film à me conseiller qui t'a marqué, qui t'a permis d'avancer dans la vie et qui pourrait intéresser nos auditeurs? En livre, ouais, j'ai celui-là que j'avais trouvé génial, c'était c'est celui-là, la méthode de Lavier, musculation. Je crois que c'est le volume 2. Je sais pas celui-là, c'est le volume 2. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'avais trouvé hyper intéressant parce que t'as tous les exercices qui existent et ils rentrent vachement dans les conseils physiologiques. Comment on travaille avec le système nerveux et tout ça. J'avais trouvé ça super intéressant. Après, il y a la Bible de la préparation physique qui est intéressant, assez complet. Ouais, c'est des muscles, des exercices, des livres très intéressants. Ça m'a vraiment servi. Après, tu parles de Christophe Cario. Christophe Cario, c'est pareil, il a pas mal de choses. Sa méthode, j'adore aussi sa méthode. Hein. Ses méthodes d'entraînement sont vraiment bien aussi, très complètes. Ouais. J'ai pas encore lu ces méthodes d'entraînement, mais ça fait un moment que j'ai envie de les lire. Mais par contre, j'ai lu santé et nutrition que j'ai trouvé très intéressant et les MAC, là, les mobilisations articulaires contrôlées que je trouve très sympa aussi. Ouais, alors moi j'avais lu son livre Un corps sans douleur déjà qui était vraiment bien pour tout ce qui est mobilité et Mac c'est un livre qu'il a fait plus récemment, je l'ai pas lu celui-là encore. Mais ouais, c'est des références quand même hein. Tout ça c'est des références ouais. Et en plus il est du sud, c'est un voisin. Ah d'accord, OK. J'envisage de l'inviter sur Limitless Project prochainement. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, je suis depuis longtemps ouais. Non, il est très intéressant. Écoute, super, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, si on veut travailler avec toi, alors qu'est-ce que tu fais déjà? Tu fais du coaching en live, tu fais du coaching à distance, tu as des formations en ligne, tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, tout ce que tu fais, comment travailler avec toi? Alors le coaching en ligne, je le fais pas encore, j'y pense. Parce que le problème c'est que je suis comme tout le monde, j'ai les journées de 24 heures, donc il faut que j'arrive à mettre ça en place. Donc j'ai pas encore ça, mais j'y pense. Je fais donc j'ai des cours après en réel dans mes associations autour de chez moi, Lorient et autour. Et sinon je fais beaucoup de programmes complets que je propose en ligne. Donc sur ma chaîne YouTube, je propose un peu ce que je propose comme méthode. Et j'ai un site internet kencoaching.fr. Donc qui est souvent. Je mettrai les liens de toute façon. Ouais, d'accord. Et là, j'ai des programmes qui sont vraiment faits pour. Mon objectif, c'est aider les gens à atteindre leur objectif chez eux. Donc j'ai des programmes avec élastique, avec sangle de suspension, avec halter et avec différents objectifs. Plutôt portée musculation fonctionnelle que j'appelle préparation physique générale, parce que c'est un terme plus générique, mais c'est musculation fonctionnelle avec amélioration de la silhouette et musculation athlétique, donc c'est la musculation fonctionnelle, mais avec objectif de prise de muscle. J'ai vraiment ces deux objectifs différents là, et voilà, je propose ça. Donc c'est des programmes sous forme de PDF et vidéo, ou des programmes simplement en vidéo où on a juste les séances à faire avec moi. En fait. Super, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé et dont tu aurais aimé parler? Après il y a l'alimentation, mais bon, c'est un sujet voilà qu'on commence très vaste. Du coup, il aurait pu nécessiter un podcast entier. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Du coup, mais si t'as des spécificités dans ton alimentation, tu peux nous en faire part. Non, j'ai une alimentation vraiment très banale. Moi, je suis pas dans les régimes et tout ça. J'essaie juste d'avoir les règles de base, manger sainement, manger moins transformé possible. Voilà, des trucs, manger beaucoup de fruits. C'est déjà très bien, manger brut, non transformé, c'est la base. C'est la base, voilà. Parce qu'après, l'alimentation, on peut vite déborder pendant 1-2 heures. C'est compliqué, et c'est marrant parce que justement, je trouve que, tu vois, ma copine me disait, je sais plus quand, que nos grands-parents se prenaient beaucoup moins la tête sur leur alimentation. Et puis moi je lui répondais bah ouais, mais à leur époque il y avait beaucoup moins de cochonneries aussi. C'était beaucoup plus facile de manger sainement parce qu'il y avait beaucoup moins de produits transformés et tous les produits étaient généralement bruts. D'ailleurs tu regardes moi ma grand-mère etc. Elle fait elle-même ses plats, elle achète des produits bruts et même si elle veut faire une tarte, elle fait elle-même sa pâte à tarte, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui je pense que notre génération, enfin ma génération, il y a personne qui sait faire une pâte à tarte. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps, on prend pas le temps de cuisiner, on va acheter des trucs tout faits. Après, j'avais vu un truc, on comparait les pommes de maintenant à il y a 50 ans.
Il y a 50 ans, les pommes étaient beaucoup plus vitaminées que maintenant. C'est pas du tout la même chose. Il y a des aliments qu'on a supprimés dans nos plats aussi traditionnels. Donc, on va manquer de certains compléments alimentaires. Donc, il faut Tu trouver, te complémentes, toi, du coup, en complément alimentaire? par exemple, les oméga 3. Ouais, ça, c'est hyper important. Ouais, voilà, et oméga 3, j'en prends. Alors, la protéine, j'en prends de temps en temps. Donc, les gens me disent quand est-ce qu'il faut en prendre. Alors, voilà, la protéine. J'essaie d'avoir des protéines tout au long de la journée et je vais en prendre si jamais mon entraînement va être loin de mes repas. Tu vois, je fonctionnais un peu comme ça, mais c'est pas une nécessité en fait. Je vais commencer à me supplémenter. Je vais tester le collagène parce que je sais qu'on en mange plus ça dans notre alimentation moderne. On a plus de collagène, donc je vais commencer à prendre ça aussi. Ouais. Alors le collagène, moi je prends pas de collagène, mais je prends de la glycine et le collagène est fait en grande partie de glycine. Et donc effectivement la glycine ou le collagène d'ailleurs, on est souvent carencé parce qu'on en trouve dans tout ce qui est cartilage, bouillon d'os, etc. Enfin tout ce qu'on mange pas en réalité. Et donc le collagène, je connais moins, mais donc en tout cas pour la glycine, je sais que le corps est capable, c'est considéré comme un acide aminé semi-essentiel parce que le corps est capable d'en faire par lui-même, d'en produire par lui-même à partir d'autres acides aminés. Et il en fait à peu près 2,5 grammes par jour. Et via ton alimentation, si tu consommes 1,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps, t'en as à peu près 3 grammes. Donc, t'es grosso modo à 5,5-6 grammes de glycine par jour. Et il t'en faudrait 12 normalement pour que ton métabolisme fonctionne correctement. Et il faut savoir que la glycine, c'est précurseur. Ça permet de fabriquer justement le collagène de type 2 qui sert à tous les cartilages, toutes les articulations, etc. Donc, c'est hyper important. Et ça fait également diminuer l'IGF-1. Tu sais, c'est l'hormone qui nous fait vieillir en fait et qui fait que dans les zones bleues, donc les zones bleues, c'est les endroits sur Terre où on vit le plus longtemps. Eh bien, en général, c'est des gens qui mangent pas beaucoup de protéines. Et en fait, récemment, ils ont montré que c'était pas le fait qu'ils mangent peu de protéines qui les protégeait, mais le fait que ils avaient un taux d'IGF-1 assez faible dans leur sang. Et justement, la glycine est un des principaux acides aminés qui permet de le faire diminuer. D'accord. Mais au final, si tu prends du collagène, tu as exactement les mêmes avantages, puisque le collagène est fait à 30% ou 40% à partir de glycine. Ouais, c'est ça, d'accord. Toi, c'est un sujet, j'étais pas hyper calé, je savais que c'est important, je savais qu'on en mangeait plus. Nos grands-parents, ils en mangeaient avant le cartilage et tout ça, pas de perte. Donc eux, il y en avait. Nous, maintenant, on n'en mange plus tout ça, les abats, tout ça, on n'en mange plus. Donc c'est pour ça que, par prévention, je prends ça aussi pour les articulations, tendons, articulations. Bah t'as raison, c'est une excellente idée. Ouais, je pense que c'est bien. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je te remercie pour ton temps, c'était hyper intéressant. Donc j'écrirai un article qui résumera un petit peu l'épisode, qui sera lié à l'épisode et dans lequel j'intégrerai certaines vidéos D'accord, super. d'exercices, de mobilité, etc. Si t'en as en tête, tu peux carrément m'envoyer les liens, sinon j'irai chercher sur ta chaîne. Moi, je t'enverrai les liens. Et puis tu pourras aussi m'envoyer une ou deux belles photos de toi pour illustrer tout ça. D'accord, ok, ça marche. D'accord, ça marche. Okay. Ouais, allez, super, merci pour ton temps. À bientôt, ciao. Merci, ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.